Vous avez entendu 20 étoiles dans cette salle. Quel ciel! Quel ciel! Madame Maria Ndiaye Coulibaly, si vous êtes prête, je vous donne la parole. Debout ou assise? Debout. Parfait. On veut la voir debout. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Madame Régine. Chombo Congo. Chombo Congo. Il faut citer. Je peux faire comprendre, mesdames. Bonjour mes sœurs. Bonjour toutes ces étoiles montantes. Bonjour toutes ces femmes entrepreneurs. Je peux faire aborder dans le même sens que Madame. Comment elle s'appelle? Amina Digo. Oui, c'est que nous ne sommes pas contre les hommes, nous sommes avec les hommes. Nous formons la société avec nos enfants. Nous sommes pas pour. Nous sommes des compagnons. Sans hommes, il n'y a pas de société. Sans femmes non plus, il n'y a pas de société. Je suis contre la parité. En tout cas, cette parité est connue. Que à chaque fois qu'il y a une femme, il y a un homme. À chaque fois qu'il y a un homme, il y a une femme. Ce n'est pas aussi automatique. La vie n'est pas faite comme ça. Nous sommes faits de chair et de sang. Nous sommes faits de psychologie. Nous sommes faits de sentiments. Nous sommes faits d'ambition. Et ces ambitions, nous les partageons ensemble. Nous sommes comme des femmes dans la maison, dans le foyer. Ce sont les dérives qui font que il y ait justement ces différenciations. C'est la violence faite aux femmes qui fait qu'on en veut aux hommes. Et c'est aussi peut-être la répartition dans notre société, la répartition sociale, qui fait que justement les femmes en veulent aux hommes. Et il n'y a pas de raison. Nous sommes faits pour vivre les uns avec les autres. Et dans nos traditions, et dans nos religions, que vous prenez la religion chrétienne comme la religion musulmane, la femme elle a sa place dans la société. Alors donc, il faut taire nos antagonismes. On a parlé beaucoup d'inclusivité, d'inclusion, et Madame Régine a beaucoup insisté sur cela. Elle a mené un combat extrêmement important et qu'elle continue de mener. C'est vraiment une brave personne. Je suis subjuguée devant autant de performances. Et tout ce qu'elle a dit ce matin, n'est-ce pas, c'est dans nos programmes de formation. AFI, c'est l'université de l'entreprise. Entreprendre, c'est aller de l'avant. Entreprendre, c'est prendre des initiatives. Entreprendre, c'est le dépassement de soi. Entreprendre, c'est contribuer au développement de la société, de la communauté dans laquelle on vit. C'est ça, entreprendre. Et l'homme a toujours contribué. La femme, qu'elle soit africaine, qu'elle soit européenne, elle a toujours contribué. Et Madame Asma, elle le disait tout à l'heure, elle prend exemple sur nos femmes, nos braves, nos mamans, grand-mères, n'est-ce pas, Aline Diata, les femmes de Nder, elles ont toujours été entreprenantes. Entreprendre dans la politique, parce que la politique, ce n'est pas seulement faire la politique comme on le voit aujourd'hui. La politique, c'est simplement s'impliquer dans la vie de sa communauté. Pour plus de civilité, plus d'équité, pour plus d'égalité, pour moins de violence, pour plus de compréhension. C'est ça la politique, c'est pas autre chose. Maintenant, c'est déformé de nos jours, oui. Mais la politique, c'est ça.
La politique, c'est aussi entreprendre pour une vie meilleure, entreprendre pour une société meilleure. Et tout à l'heure, quand Madame Régine parlait, mais c'est comme si M. Koulibaly, mon mari, était là. Il insistait tellement sur les caractéristiques, n'est-ce pas, d'un homme bien formé. On ne forme pas les compétences seulement. Ici à AFI, on a même fait un schéma, comme une usine de fabrication. On entre avec la matière première. Donc, la matière première, ce sont les étudiants que nous recevons. Chacun avec son éducation, chacun avec sa façon de faire, chacun avec ses origines, avec son état d'esprit. Mais quand ils entrent dans le moule de AFI, on les façonne, on essaie de les façonner. On essaie de leur inculquer un savoir, le savoir qui les conduit à avoir de la compétence technique pour pouvoir travailler dans une entreprise. Mais ce n'était pas seulement ça. On leur apprend aussi le savoir-être. Il est allé jusqu'à organiser ce qu'on appelle des séminaires mutés. Des séminaires mutés. Parce que tout simplement, un jour, il est entré dans une classe et il a vu la dame balayer. Mais elle est entrée dans la classe, elle a vu des étudiants qui sont venus très tôt le matin et elle balayait sur eux. Elle n'a même pas dit, elle ne s'est même pas excusée. Il ne leur a même pas demandé de sortir, elle n'a même pas changé de salle de classe pour aller balayer ailleurs en attendant que ses étudiants soient, la salle soit disponible. Non, elle vient, elle balaye. Elle dit, mais attendez, vous avez affaire à des êtres humains. Et ces êtres humains sont assez particuliers parce que c'est grâce à eux qu'on vous paye. Nité. Donc cette personne, elle ne connaissait pas les civilités. Et je ne sais pas moi, elle n'a pas de respect pour les gens. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas nitée, si vous permettez le mot Wolof. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, quelqu'un qui a une bonne éducation, quelqu'un qui sait faire la différence dans sa société. C'est important. Je ne me suis pas présentée, je crois que je vais me présenter. Je suis la présidente de cette université. Après avoir hérité de mon mari ce poste, qui était le président, elle était le président. Moi, j'étais la vice-présidente. Après avoir occupé tous les postes, donc nous avons commencé. C'était pas ça. Nous avons commencé tout petit. Je pense qu'on a fait une préparation. Je ne vois pas très bien. Normalement, je vais avoir un ordinateur. Je crois que je vais prendre peut-être mon document. Formation et diplôme. Oui, mais il fallait que je... Un panier. Et puis je suis en train de provoquer. Oui, d'accord. Quand on commençait, c'était pas ça. On a commencé tout petit, j'allais dire, avec nos propres moyens. Parce que moi, Mariama Koulibaly Ndiaye, originaire de mon salon natal, où j'ai commencé mes humanités. Dès mon jeune âge, j'ai visité plusieurs contrées du Sénégal au gré des affectations de mon père et de mon oncle qui m'ont élevé tour à tour. Et disons qu'en fait, je n'ai pas regretté cela parce que cela m'a donné beaucoup d'expérience. Il m'a fait sortir, comme disait Madame Régine, de mes zones de confort. Je suis ici, peut-être que je ne veux pas trop le dire. Je crois que mes collaborateurs étaient très inquiets depuis hier. Parce qu'ils savent que je n'aime pas trop parler de moi. Ils m'ont dit, Madame Koulibaly, on va faire ce témoignage à votre place. Et alors aujourd'hui, je vais prendre le courage de le faire. Ça m'a donné beaucoup d'expérience parce que je ne suis
je vais le dire, je viens d'une famille aisée. Et c'est vrai qu'on nous a donné une éducation très sobre en même temps, parce que nos parents, ça a commencé depuis nos grands-parents, ils étaient, je peux dire que mon grand-père était riche à l'époque. Il était un grand propriétaire terrien, n'est-ce pas, qui était assez, avec une situation assez confortable. Et chaque soir, il venait compter son argent avec des malles. Mais il mettait un rideau pour que nous, les enfants qui jouons dans la cour, ne voient pas, n'est-ce pas, ne voient pas l'argent qu'il compte. Il nous a toujours caché cet argent parce que tout simplement, il fallait éviter qu'on ait un esprit matérialiste. C'est plus tard qu'on a compris. Et on s'est toujours comporté comme des pauvres, comme des gens qui n'étaient pas riches, parce qu'effectivement, on ne nous a pas éduqués dans ça, dans l'argent. Il nous a toujours caché cet aspect matériel de la vie. C'est après qu'on a compris. Heureusement. Parce que nous voyons aujourd'hui des fils de milliardaires qui ont plein de milliards, qui ne savent pas quoi en faire. Au contraire, ça fait dans la dette perdition. Donc, nous remercions vivement nos parents de nous avoir éduqués comme ça. Et ils nous ont appris aussi à nous débrouiller seuls, à ne compter sur personne. Et ça, c'est très important. Donc, moi, j'ai fait le lycée Blaise-Diagne. D'abord, le lycée Djignabo de Ziguinchor, je disais au gré des affectations de mes parents. D'abord, le lycée Djignabo de Ziguinchor, j'ai commencé le lycée. J'allais commencer au lycée Ahmed Fall, peut-être que j'aurais connu Raki au lycée. Mais juste la veille, n'est-ce pas, de l'ouverture des classes, on a affecté mes parents à Ziguinchor. Donc il fallait que je change. Et donc j'ai commencé le lycée au Ziguinchor. Ensuite, tout de suite après, on a affecté mes parents à Dakar. Alors donc c'était le lycée Blaise-Diagne. Plus tard, on a dû changer de maison. Et donc après, c'était le lycée Paris-Colonel qui est aujourd'hui devenu le lycée Lamine. Voilà. Donc après ça, après le lycée, j'ai décroché mon bac et j'ai dû intégrer, n'est-ce pas, l'université, l'INSUP, notamment l'INSUP. Donc l'école nationale supérieure de technologie. Ma philosophie du développement à la base, j'ai très tôt eu conscience des ressources dont regorge notre pays, le Sénégal, mais également le fort potentiel d'activité économique pour répondre aux besoins de consommation et d'amélioration des conditions de vie des populations. Je me rappelle, à l'époque, quand je travaillais, et on avait une propriété au niveau de la commune de Niaga, et je disais toujours à un de mes collaborateurs, à un de mes collègues, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on fait même ici. Moi, quand j'ai fait des études, c'était pour bien sûr avoir mes diplômes, mais pour travailler, je voulais juste aller dans un bureau, dans une entreprise, pour voir comment ça se fait. C'est tout. Une fois que j'ai une expérience, je n'ai pas, moi je ne suis pas faite pour être moulée dans un bureau, dans une entreprise où je suis agent. Non. Il faut que je fasse quelque chose par moi-même. Parce que je vois beaucoup d'opportunités. On était à l'école, à l'INSUP, je me rappelle, avec un métis algérien, français. Quand on a terminé les études, chacun avec son petit sac, n'est-ce pas, le matin, avec des chaussures bien cirées, aller chercher du travail. Chacun. Chacun. Oui, je vais chercher du travail. Oui, je vais aller à la SONAT. Oui, je veux aller à la SONAT. Oui, je vais, etc., etc. Et lui, il a dit, mais écoutez, il est venu me voir, il m'a dit, Mariama, moi, je ne vais pas dans un bureau. Je suis allée une fois avec un ami à Tambacounda. J'ai vu des baobabs, j'ai vu des arbres, et j'ai vu des gens, des artisans qui travaillent avec les écorces de ces arbres pour en faire des cordages, qui s'envoyaient peut-être à l'étranger, etc., etc. Mais il y a tellement d'opportunités. Qu'est-ce qu'on fait ici dans ces bureaux-là? Ça m'a fait un tic. J'ai dit, écoutez, pourtant moi, je ne veux pas travailler dans un bureau comme fonctionnaire et tout le reste.
Et ce monsieur-là, regardez ce qu'il vient de dire. Moi, je vais à Niaga tous les jours, pratiquement, et quand on revient, je vois les camions de sel qui passent sur un chemin crevassé. Crevassé. Ils n'ont même pas un bon chemin pour y passer. Et c'est des sacs et des sacs de sel, des tonnes et des tonnes de sacs de sel qui sont exportés, n'est-ce pas? Exportés en Occident. Ils les transforment. Et moi, quand je vais au supermarché, je me rappelle à l'époque, c'était le supermarché à l'Écana, Villefili. On sort, c'était pas Auchan encore, c'était pas hypermarché exclusif. Et j'achetais le pot de sel de table, 700 francs, 1000 francs. Alors que le sac de sel était vendu à 125 francs. Le sac de 10 kilos à l'époque. Je me dis, c'est pas possible. Et plus tard, quand je faisais mes études, à l'INSU, on a des expertises comptables plutôt par la suite. On avait un professeur d'économie qui insistait beaucoup sur l'échange inégal. Une fois même, je ne sais pas quand ça a fait l'objet d'un examen, l'échange inégal. Et l'échange inégal, mais quand j'y regarde de plus près, ce n'est pas autre chose que ce sac de sel que l'on achète ici à 125 francs, que l'on transporte, n'est-ce pas, en France ou je ne sais pas où, en Hollande, etc. N'est-ce pas? On en fait pour chaque sac de sel, je ne sais pas combien de pots de sel, tout simplement parce que c'est raffiné dans un pot en plastique, un vulgaire pot en plastique, qu'on me met dans un supermarché et moi je me pavane avec mon chariot, mes enfants, oui, je suis madame telle. Attendez, c'est ça l'échange illégal. Des milliards et des milliards qui sont engrangés là-bas, à partir de nos matériaux, n'est-ce pas? À rien du tout. Ceux qui extraient le sel, ils sont à pieds nus, ils n'ont rien. À la fin du soir, ils rentrent chez eux, ils n'ont pas de quoi amener chez eux. C'est ça l'échange illégal. Il y en a d'autres exemples. Alors, je me suis dit que, et heureusement, par la suite, j'ai dû rencontrer peut-être un époux qui a la même vision que moi. Lui, c'était bien sûr avoir une expérience aussi. Et nous nous sommes rencontrés dans un cabinet d'expertise comptable, cabinet international, et à connaître. Son mari aussi était. Hein? À ce moment, c'était les jeunes cadres dynamiques, comme dit Madame expert comptable Maria Dabouche, pas s'appelait comme ça, et disait toujours les jeunes cadres dynamiques. Alors, donc, on s'est rencontrés là-bas, on s'est mariés 2 ans plus tard, je crois, et il se trouve qu'on avait la même vision des choses. Cette vision de participer au développement de notre pays, ici au développement de notre continent. Aujourd'hui, AFI, pourquoi c'est notre satisfaction? Pourquoi c'est, disons, c'est la réalisation de nos rêves? C'est parce que AFI, aujourd'hui, regroupe de 26 nationalités. Il y a toutes les nationalités. Parce que nous avons compris que la seule nationalité qui compte dans ce concert de la globalisation, de la mondialisation, c'est la nationalité africaine. Et c'est notre slogan. De l'Afrique, debout, n'est-ce pas, qui peut faire face au monde. Ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas le Gabon. Mais nos pays, ce sont des gâteaux pour l'Occident. Ce sont des gâteaux, n'est-ce pas? Au sortir de la colonisation, ils se sont partagés l'Afrique sous forme de gâteaux. Est-ce que pourquoi nous ne comprenons pas? Pourquoi on se bat entre nous? Pour des petits pouvoirs de rien du tout, en réunissant nos forces, n'est-ce pas? Nous serons une Afrique forte. Et ça, nous l'avons compris depuis le départ. Quand nous avons créé AFI, l'université de l'entreprise, c'est parce que nous avions eu des expériences diversifiées, non seulement à partir des cabinets, mais après, par la suite aussi, nous avons été dans des entreprises industrielles et commerciales. Moi, quand j'ai quitté le cabinet, tout de suite,
j'ai démissionné même du cabinet où j'étais moi. Par la suite, j'ai démissionné parce que quand j'ai fait mon calcul rapide entre ce qu'on me paye, le trajet que je fais, je ne sais pas, parce que il ne faut pas que je fasse des études pour rien. J'ai fait des études en financement de révision. Mais il faut que je commence par moi-même à faire mes calculs moi-même. Je prends ma voiture, je mets du carburant, des fois même, il est arrivé à la fin du mois, c'est mon mari qui me donne le carburant. On arrive à pas me donner le carburant pour que j'aille travailler. Tant que c'est pour avoir de l'expérience, oui, c'est un investissement. Là, c'est un investissement. Mais prendre ma voiture pour aller travailler et puis après revenir, à la fin du mois, on me donne des subsides pour que je puisse continuer. Ah non, c'est pas possible. Bon, tant que c'est pour l'investissement, oui. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, je crois 8 ans, 4 ans, 5 ans, je crois. Après j'ai démissionné. Quand on a eu Niaga, quelques hectares, j'ai dit bon, je m'en vais. Et j'ai commencé à m'investir dans l'agrobusiness. Pour la recherche, etc. Donc, je crois que ma sœur, mes cousines, etc., mes sœurs que vous êtes, comprenez ce que je vais dire. Ici, quand on s'investit dans ce domaine, on a fait des études universitaires, vous allez au marché, vous allez au poulailler, il est né du bio. Alors ma mère, elle vient et pleure. Aïe, si tu fais ça, les gens vont dire que... Aïe, je n'ai pas travaillé. Il dit, tu vas voir que si toi-même, tu seras la mère qui a le plus travaillé dans ta vie. Alors donc, j'allais au marché pour vendre mes poulets. Oui, parce que je n'avais pas les moyens de me payer des agents. J'allais au marché à 4 h du matin, 5 h du matin, parce que justement, à ce moment, il n'y avait pas les machines pour déplumer. Donc j'allais chercher les jeunes Guinéens, qu'on appelle Pelfouta, sur le pont de Colobane. Je vais les chercher et on déplume tellement de poulets qu'on finit des fois vers 2 h, 3 h du matin. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, ni rien du tout. Et je les ramenais chez eux. Oui, je les ramenais chez eux vers 2 h, 3 h, 4 h du matin. J'arrivais chez moi, il était peut-être 5 h du matin. C'est qui vous êtes à l'école. Mais je vais aller à l'école. Mais j'ai dit, dans la vie, ça va ce qu'on veut. Très courageux. Et à chaque fois, je me rappelais de mon grand-père. Quand je le voyais venir des champs, je le voyais compter son argent. Je le voyais aller vendre dans des camions, ses productions, etc. J'ai dit, il n'y a que de travail qui paye. C'est pour ça qu'il me cachait son argent. Il ne voulait pas qu'on sache. Et ça s'est répercuté sur nos parents. Mes parents, c'était pareil. Mon papa, il a tour à tour, hein, il a fait tous les échelons de l'enseignement. D'accord? Instituteur, directeur d'école, qu'il a lui-même créé dans le village. C'est le directeur pendant des années. Par la suite professeur, ensuite inspecteur d'académie, etc., etc. Ensuite, j'ai été éduqué aussi par mon oncle, et lui qui a fait ses études à Lyon, qui est ingénieur en génie civil, mais qui a été soutenu par mon père. Donc c'est l'esprit de solidarité. Les plus vieux soutiennent les plus jeunes, n'est-ce pas, pour qu'ils continuent leurs études. Alors donc, lui, ça m'a appris, n'est-ce pas, à me tirer d'affaire moi-même. Et avec mon époux, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé justement dans cette vision parce que lui-même avait la même vision. Et donc quand nous avons créé AFI, l'université de l'entreprise, l'esprit c'était quoi? Parce qu'on venait des cabinets, moi comme je vous ai dit, j'ai démissionné. Quand j'ai démissionné, lui, ensuite, après par la suite, lui aussi, il a quitté son travail
il est venu me rejoindre quelque temps justement pour préparer l'ouverture de notre propre cabinet. Parce qu'au niveau du cabinet Anderson Gueye, il s'occupait surtout, il était responsable du dossier, mais il s'occupait aussi du département formation au niveau du cabinet. Ça a été très, je veux dire, important, n'est-ce pas, pour la création, pour la suite. Et donc, quand on a créé le cabinet, au départ, c'était difficile. Parce qu'on était à la rue Braconi, dans un petit local qui faisait peut-être 10 fois moins que ça. Tout petit. Et on était avec une secrétaire, une assistante, Madame V, que vous connaissez tous. Elle était déjà là-bas. Elle était avec nous, elle est venue avec nous dans le cadre du cabinet. Donc ça fait plus de 30 ans que Madame V est avec nous. Quand on l'a embauché, on lui a dit, ah, on n'a pas d'argent pour te payer. C'est pas grave, c'est l'expérience qui nous reste. Et votre vision des choses. Donc on a commencé avec elle. Et pendant longtemps, disons, on a pratiqué des audits. C'était un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil et d'administration judiciaire, parce que par la suite, mon époux, n'est-ce pas, a eu un agrément pour être administrateur judiciaire. Et ça aussi, ça a été très déterminant dans ce que nous pour la suite. Et par la suite, moi, j'ai dû continuer mes études d'expertise comptable pour pouvoir justement rejoindre et peut-être être plus efficient, plus efficace dans le cabinet. Mais comme on n'avait pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas, dans un premier temps pour embaucher beaucoup de personnes, il a fallu que moi je continue aussi dans la ferme pour faire les deux activités à la fois, parce que c'est moi qui payais à la fin du mois, n'est-ce pas, les agents qui étaient recrutés avec mon travail de la ferme. Donc pendant presque 6 ans, 5 ans, 6 ans, le cabinet, en quelques années, le département d'information était tellement important, est devenu tellement important, parce que tout simplement, nous pratiquions des audits dans les entreprises. À l'époque, on venait de sortir des années 80, donc des programmes d'ajustement structurel. Et la plupart des entreprises qui existaient, donc le paysage économique n'était pas aussi développé que ça. Il n'y avait pas autant de PME. Et donc la plupart des entreprises qui existaient, ce sont des entreprises d'État. La plupart des grandes entreprises, c'est des entreprises d'État. Et qui connaît l'État, c'est que, bon, pas peut-être que ça a changé, je pense que ça a changé. Souvent, c'était des recrutements sur base politique. Et comme qui dirait aux États-Unis, quand vous cherchez du travail, on vous demande ce que vous savez faire. En France, on vous dit quels sont vos diplômes. Au Sénégal, on dit vous connaissez qui. Alors donc c'était sur la base de, écoute, vous êtes politicien, vous êtes dans ma commune, vous êtes parent, vous êtes etc. Donc les principaux problèmes qui étaient posés, c'était des problèmes adéquation, formation, emploi. On faisait des audits, on donnait des conseils et on faisait un livre on élaborait un livre de recommandations qu'on laissait dans les entreprises et souvent les chefs d'entreprise nous ont interpellés. Ils nous ont beaucoup interpellés pour nous dire, écoutez, monsieur et madame Koulibaly, vous nous faites de bons audits, vous nous faites de contrôles, c'est très bien. Mais on va les garder dans les tiroirs. Les problèmes principaux que vous avez détectés, c'est la formation. Les gens ne sont pas à au poste adéquat. Souvent, vous avez une caissière qui n'a jamais fait des études de comptabilité. N'est-ce pas? Vous avez un DRH qui n'a jamais fait des études, n'est-ce pas, de gestion en ressources humaines. Alors donc, faites les formations. Si vous en êtes capable, faites les formations. C'est en ce moment-là que le département de formation a commencé à prendre une certaine ampleur. À tel point que ils nous demandaient, mais écoutez, parce que quand les agents repartaient dans les entreprises, ça se passait tellement bien, qu'ils nous ont dit, mais écoutez, ils nous ont emmené leurs enfants, leurs familles, leurs agents, de plus en plus, et leurs connaissances. Et peut-être qu'à un moment donné, ce n'était plus possible de les former dans des salles polyvalentes. On a dû déménager, n'est-ce pas, aller à la rue Alfred Brooks en partenariat avec d'autres experts. Mais finalement, ce n'était plus possible. On ne tenait plus. On est venu à l'avenue de plus bas. C'est là où on a vraiment créé l'école. En quelle année? C'était dans les années 92-93.
Alors, donc là, ça a été un déclic. Et justement, j'ai dû, pendant plusieurs années, soutenir les salaires du personnel. Parce qu'effectivement, on n'avait pas assez d'argent pour le cabinet, pour commencer l'école. C'était pas facile, parce qu'il fallait recruter beaucoup plus de personnes. Et donc, pendant 5 ans, j'ai travaillé sans salaire. Et c'est en ce moment-là que je me dis que, écoute, à chaque fois que je revis mes expériences d'enfant, écoutez, merci grand-père. Merci grand-père. Merci papa, merci maman, de nous avoir inculqué cette éducation qui nous permet de dépasser l'aspect matériel des choses. C'est très important. On peut vous donner encore 2 minutes pour finir le parcours au sein de AFI en 2 minutes. Voilà, au sein de AFI, j'ai occupé tous les postes. Je balayais même les salles. Je faisais la cuisine pour les étudiants. Parce qu'à chaque fois que la femme de ménage ne venait pas, j'étais obligée de me déployer dans les salles. Je donnais des cours aussi en même temps. Mon mari il donnait des cours aussi, parce qu'effectivement on n'avait pas assez de moyens pour payer les professeurs. Donc il fallait donner des cours, mais on s'est rendu compte très tôt, qu'en entrant dans les salles de classe, dans les salles de cours, mais écoutez, ça ne fonctionnait pas. L'administration était laissée en rade, et il fallait occuper aussi tous ces postes-là qui étaient laissés en rade. Donc j'ai été directeur des études, j'ai été directeur des ressources humaines, j'ai été j'ai exigé beaucoup de postes. J'ai balayé, j'ai nettoyé, j'ai fait la cuisine pour les étudiants, etc. etc. Voilà. Parce que tout simplement, ben, écoute, l'objectif qui était visé avec M. Coulibaly, c'était de ne pas emprunter. Parce que quand on a quand on était dans le cabinet et qu'il était administrateur judiciaire, qu'on faisait de l'administration judiciaire, on a eu à nous occuper des problèmes d'administration judiciaire pour des entreprises qui étaient en liquidation, etc. Et c'était dur à voir. On a vu des familles disloquées parce que le papa était décédé, le papa n'était plus là, ou bien l'entreprise ne fonctionnait pas, il fallait liquider l'entreprise. Les enfants étaient... la famille était dans une précarité impossible. Des fois, on leur prenait leur maison, on leur prenait ceci, on leur prenait cela. C'était compliqué. On s'est dit, cette entreprise, on ne va jamais la créer en empruntant de l'argent. De qui que ce soit. C'est pour ça, justement, qu'on s'est investi dans cette ferme-là. Les ressources qu'on tirait de la ferme, ben, on les a tous investies, n'est-ce pas, dans la création de cette entreprise. On n'a jamais demandé un sou à qui que ce soit. Ça, c'est dur. C'était dur, très dur. On a dû prendre ça dans notre chair, comme disait mon époux. Même dans le fait de faire des enfants, on aurait voulu, on disait toujours qu'on voulait une équipe de football. On n'a jamais eu cette équipe de football. Tellement on s'est investi. Et aujourd'hui, mes enfants, ils me le reprochent. Maintenant, si on avait encore plus de frères et de sœurs, de rencontres. Et moi, j'y peux rien du tout. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc, votre paiement, on a fait ce qu'on a pu. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Je crois que je n'ai que 2 minutes. Je vais devoir abréger beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, AFI, c'est l'université de l'entreprise. Pourquoi on s'est orienté vers l'université de l'entreprise? Cette vision entrepreneuriale de la formation, parce que tout simplement, nous avons compris que l'Afrique avait besoin de ça. L'Afrique a besoin d'entreprises. Il y en avait assez de faire des poèmes. C'est bien les poèmes. C'est bien les histoires. Mais Senghor nous a abreuvés de poèmes et on n'a pas développé ce pays-là. Et ça suffit avec tous nos présidents. Vraiment, je m'excuse. Je ne parle pas des présidents actuels parce que de toute façon, ils sont en train de faire le Dubol et le Dubodi. J'espère qu'ils ont pris le coup pour qu'ils y arrivent. Franchement, nous sommes dans cette vision-là. Mais rester là à s'accrocher à un Occident précaire, éphémère et tout le reste,
il passe son temps à nous exploiter comme pas possible, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, nous acceptons d'être les gâteaux de l'Occident. Ça suffit. Il faut créer des entreprises, n'est-ce pas? Densifier le paysage économique pour faire en sorte d'avoir le même niveau de développement que l'Europe. Wow! C'est pour ça que nous avons dit qu'aujourd'hui, quand on forme, il ne faut pas former pour former. Il faut former, on forme pour qui? On forme pour les entreprises, on forme pour les organisations. Donc il faut former pour ceux dont les organisations et ces entreprises ont besoin. Ils ont besoin de compétences. Il faut former pour l'entreprise. Donc on est l'université de l'entreprise. On forme pour l'entreprise. Mais former pour l'entreprise, ce n'est pas seulement former des compétences techniques, c'est former aussi des hommes et des femmes bien faits dans la tête. Avoir un bon état d'esprit, le sens de l'initiative, le sens du dépassement de soi, le sens, n'est-ce pas, de l'investissement, de ne pas avoir peur, hein, de développer des stratégies pour s'en sortir, comme vous avez fait, n'est-ce pas, au Canada. Vous avez fait du porte-à-porte. Vous avez fait en sorte d'avoir le ministre, alors que les Canadiens eux-mêmes ne peuvent pas avoir le ministre. C'est le sens de l'initiative, le sens du goût de l'audace. L'audace, exactement. Il faut avoir de l'audace, ça il faut l'inculquer aux étudiants. Parce que nous ne formons pas seulement pour le salariat. Nous avons pensé à un aspect extrêmement important de l'insertion des étudiants, de nos petits sortants. C'est l'alternative au salariat, de l'emploi salarié, c'est la création d'entreprises. Aujourd'hui, AFI, c'est 35, n'est-ce pas, choix de filière, plus de 35 filières de choix de filière réparties en 4 domaines de formation. Le domaine des sciences économiques et de gestion, le domaine des sciences juridiques, politiques et de l'administration, le domaine des sciences et technologies, le domaine des sciences de l'homme et de la société. AFI aujourd'hui, c'est un centre d'incubation AFI-Boost qui accompagne les porteurs de projets, que nous formons, même dans nos méthodes pédagogiques, à être des porteurs de projets, à être des créateurs d'entreprises, à ne pas être seulement des fonctionnaires, hein, d'aller entre 4 bureaux, n'est-ce pas, entre 4 murs, dans un bureau. Comme ça, c'est fait depuis plus de 60 ans qu'on est indépendant et qu'on n'est pas du tout indépendant, on se retrouve dépendant effectivement de l'État. C'est cette vision qui nous a guidés depuis le départ. Nous aurions pu choisir autre chose. On disait toujours